La clé des songes ou dialogue avec le bon Dieu d'Alexandre Grothendieck. Chapitre 1.33. Le tournant ou la fin d'une torpeur. 21 juin. Il n'est pas dans mon propos d'entrer ici dans cette longue période de stagnation spirituelle, nullement homogène, qui s'étend entre 1944 et 1974. Elle englobe les 25 années de ma vie, entre 1945 et 1970, où celle-ci était entièrement centrée sur mon travail. Mathématiques, auquel je consacrais la quasi-totalité de mon énergie. C'est pendant cette période qu'est apparue en moi, sans même m'en rendre compte, est-il besoin de le dire, une nouvelle identité, se superposant à l'ancienne, et coexistant avec elle sans trop de mal, celle de mathématicien, et plus précisément, celle de membre d'une communauté mathématique, à laquelle je m'identifiais sans réserve. C'était, mis à part la famille dont j'étais issu, la première communauté humaine dont je me sois vraiment senti faire partie. L'épisode où j'ai quitté cette communauté pour ne plus y revenir en 1970 a été vécu d'abord comme un douloureux arrachement, avant d'être ressenti comme une libération, comme le franchissement d'une porte que j'avais maintenue fermée sur moi très longtemps, et qui s'était ouverte soudain sur un monde nouveau insoupçonné. Je ne puis certes dénier une portée spirituelle à ce tournant décisif dans ma vie, mais je le vois à présent surtout comme un premier choc salutaire, amorçant un travail se poursuivant dans les profondeurs ignorées, et dont les vrais fruits spirituels ne se manifesteront que 4 ans plus tard, avec le moment de vérité, en avril 1974, et le travail de réflexion qui l'a suivi, juin-août de la même année, et surtout, à partir des grands bouleversements intérieurs de 1976, année d'une véritable fonte des glaces dans la psyché. Jusque-là, la structure du moi qui enserrait et étouffait mon être, tel un lierre qui prolifère étranglant un arbre vigoureux, restait non seulement intacte, mais entièrement inaperçue. J'avais commencé à le voir chez d'autres et même à discourir à ce sujet, sans que l'idée ne m'effleure jamais qu'il pourrait en être de même chez moi. C'est en 1976 seulement que se place le premier renouvellement profond et irréversible en mon être, culminant à la mi-octobre en les retrouvailles avec moi-même, dont j'ai déjà parlé. 3 jours plus tôt, j'avais découvert, pour la première fois, le décollage faramineux entre l'image de moi entretenue une vie durant et l'humble réalité. Et en même temps, la structure du moi, solidaire de cette image, s'était écroulée pour la première fois de ma vie. C'est le jour aussi où la méditation est entrée dans ma vie, c'est-à-dire une véritable réflexion sur moi-même, sous l'impulsion d'une soif de connaître que n'inhibe ni peur ni vanité. Mais j'anticipe. Dès le grand tournant de 1970 déjà, quand je quitte un milieu dont j'avais fait partie depuis plus de 20 ans, ma vision du monde connaît un bouleversement considérable. Peut-être exprimerai-je le mieux la signification psychique et spirituelle de ce tournant. Cependant,
en disant que c'est le moment où je me libère des consensus du groupe auquel, non sans une ambiguïté secrète, je m'étais jusque-là identifié tacitement. Quant à la mise en cause, qui était au premier plan à mes yeux, comme aux yeux de tous, elle concernait bien plus le milieu que je quittais, et plus généralement le milieu scientifique, son éthique, ses compromissions que ma propre personne. Celle-ci n'était guère concernée qu'à titre de membre de ce milieu, auquel je continuais, et continue encore en ce moment même, de faire partie, au sens strictement professionnel ou sociologique. La critique portait avant tout sur le rôle des scientifiques et du savoir qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui. Elle n'était nullement inhibée, comme c'était le cas chez presque tous mes collègues, parmi les rares où il y avait quelques velléités critiques, par ma propre qualité de scientifique. Spirituellement et idéologiquement, je m'étais déjà dégagé de l'emprise du groupe, ou arraché pour mieux dire. Par la suite, cette critique s'élargit encore à la dimension d'une critique de vaste envergure, de la civilisation occidentale et du monde moderne qu'elle a conquis et nivelé des valeurs qui le fondent, de l'esprit du temps qui le gouverne inexorablement et et le mène vers la destruction du patrimoine terrestre biologique et culturel, et par là même vers sa propre destruction inéluctable. Cette réflexion idéologique, en partie collective, qui a eu lieu en les 3 années 70-72, et la compréhension à quoi elle a abouti. Non, aujourd'hui rien perdu de leur actualité, bien au contraire. Et assurément dans ce livre que je suis en train d'écrire, comme dans les autres qui me restent à écrire, j'aurai ample occasion d'y revenir. Mais au point où j'en étais, alors, et par lui-même, ce renouvellement idéologique de vaste dimension et de portée considérable ne pouvait cependant tenir lieu de renouvellement spirituel, ni même y contribuer de façon directe et efficace. Malgré mes apparents efforts pour m'impliquer au maximum, mes réflexions ne touchaient jamais que la périphérie de mon être. C'est pour l'avoir senti confusément, sûrement, que je me retire progressivement, au cours de l'année 1972, des activités antimilitaristes, écologiques et de subversion culturelle, sentant par ailleurs qu'elles étaient sur le point de s'enliser dans une routine militante, au lieu de s'insérer dans un mouvement plus ample qu'elle aurait aidé à naître et à prendre conscience de lui-même. Et c'est sans nul doute le même appel aussi qui me fait me lancer, avec la force sans réplique du noctambule, dans 2 expériences communautaires. L'une en 1972, l'autre l'année suivante. Elles se soldent toutes deux par le plus lamentable échec. Ces échecs, après bien d'autres, m'apportaient obstinément un même message, une même leçon. À quel point, à mon propre sujet comme au sujet d'autrui, je vivais sur des idées toutes faites, fussent-elles de ma fabrication, et des discours ad hoc, bien plus que sur une connaissance de la réalité, fruit d'une véritable attention, que je n'ai cessé cependant de prôner. Je n'ai commencé à apprendre cette insistante leçon que l'année d'après encore, en 1974.
Me libérant de l'emprise idéologique du milieu dont j'avais fait partie, je mettais fin à une certaine ambiguïté en moi. Je me retrouvais d'autant plus totalement dans l'idéologie me venant de mes parents, que je ressentais toujours comme m'étant personnelle, et en même temps comme exprimant la vérité sans plus. Il est vrai que la tumultueuse course en avant des années 1970-72 m'en faisait sortir en apparence, en me faisant reconnaître la précarité de certaines valeurs culturelles, qui, pour mes parents, avaient été des intangibles, la science, la technique, l'art, l'instruction, l'abondance, la civilisation, le progrès. Et plus d'une fois, en ces années, la pensée m'est venue qu'ils en feraient des drôles d'yeux s'ils étaient là. Et pourtant, je me rends compte à présent que ces ingrédients-là de l'idéologie, pour importants qu'ils soient, restent encore périphériques. Par eux-mêmes, ils ne touchent pas de façon vraiment névralgique, ou du moins ils ne touchaient pas en moi à la relation à autrui. Or, c'est bien là toujours que visiblement le bât blesse. Et c'est bien au niveau de la relation à tous mes proches que ma vie, depuis 20 ans, se réduisait à une longue suite d'écroulements. Toujours aussi imprévus et déchirants, et d'échecs. Ma vie familiale semblait frappée, comme par une malédiction secrète, par une dégradation mystérieuse, inexorable. Il aurait semblé que tout mouvement que je faisais pour la stopper, remettre les choses à leur place ou les mettre au clair, ne faisait que la précipiter, comme dans une marche hallucinante sur des pavés de fière apparence, et qui serait en même temps, insidieusement, et sans que jamais la chose ne soit dite, des sables mouvants. C'est le moment peut-être de préciser que cette période que j'ai qualifiée de stagnation, entre 1944 et 1974, inclut aussi, à 2 années de décalage près, tout ce long mouvement d'une dégradation incomprise, sourdement inquiétante, et par moments d'une violence hallucinante. D'abord dans la relation entre ma mère et moi, 52-57, puis, sans césure aucune, dans la famille que j'avais fondée dès l'année même de sa mort, 1957 à 76. Cette dégradation ne prend fin qu'avec l'entrée de la méditation dans ma vie, octobre 76. C'est alors que ce poids-là, qui avait pesé si lourdement sur moi pendant près de 20 ans, se détache enfin de moi. Mais à nouveau j'anticipe. Ce que j'entendais illustrer à l'instant, c'est que pour l'essentiel, pour ce qui concerne le fondement même de ma relation à autrui, je suis restée enfermée dans l'univers idéologique de mes parents, bien au-delà du premier grand tournant dans ma vie d'adulte, s'accomplissant en 1970. Dans l'optique spirituelle, je vois maintenant ce moment crucial comme celui où, sans m'éveiller encore tout à fait, je me suis secouée d'une torpeur mortelle et arrachée d'un milieu anesthésiant, d'une étouffante ambiance de serre chaude, scientifique. Mais le premier pas vraiment décisif me faisant franchir enfin ce cercle invisible qui avait entouré mon enfance et enfermé à mon issue toute ma vie d'adulte. Je l'accomplirai 4 ans plus tard seulement, en avril puis en juin et juillet 1974.